Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes sur le tribunal de l'actualité, l'espace privilégié où on décrypte l'actualité chaque jour le matin sur les médias leaders, True TV et Watt FM. Aujourd'hui, c'est la 4e convocation de la semaine et j'ai avec moi à ma compagnie les juges au siège, Geoffroy Vara et Bernard Bougma. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Je m'appelle Serge Mathias Tomodi et je préside ce tribunal. Aujourd'hui, nous avons 2 sujets enrôlés pour cette convocation. Il s'agit tout d'abord des grandes décisions prises par le gouvernement burkinabé hier en réunion hebdomadaire au Conseil des ministres. Et puis, nous ferons une sortie sur le continent pour évoquer les transitions africaines, notamment au Mali et en Guinée. Nous parlerons de tout cela donc tout à l'heure, mais au préalable, dégustons les avant-propos des juges. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin? Ce qui retient mon attention, c'est une sortie, celle d'organisation de la société civile qui est dans la défense des droits des consommateurs et qui trouve vraiment difficile la dernière augmentation des prix des hydrocarbures et demande donc une diminution du prix de 75 francs. Donc hier, ils ont donné de la voix lors d'un point de presse et ils ont même promis qu'ils organiseront ce qu'ils appellent un concert de casserole. Ça veut dire que chacun sortira, fera beaucoup de bruit pour dire qu'il n'est pas d'accord avec cette augmentation. C'est clair qu'elle est difficile à supporter pour les ménages qui ont déjà une autre pression qui est celle d'une vie déjà chère, avec un niveau général des prix qui a grimpé. Ce n'est pas seulement propre au Burkina Faso, c'est partagé par la plupart des pays que nous avons dans notre sous-région et même au-delà. Maintenant, à la réalité, pour moi, c'est plutôt qu'est-ce que l'État fait pour résorber l'impact de toutes ces augmentations-là sur les ménages. Il y aurait un impact, c'est clair. Voilà pourquoi je parle de résorption. Quand on prend certains pays qui sont pas loin de nous, il y a des mesures drastiques qui ont été prises, qui vont de l'allègement de certaines taxes jusqu'à, pour certains produits, le plafonnement de prix et tout. Parce qu'il y a un État aussi qui derrière est obligé de faire des efforts. Chez nous, on nous rassure que non, on a fait l'augmentation, mais on s'arrangera avec les transporteurs, on s'arrangera avec X, on s'arrangera avec Y. Ils ne vont pas augmenter les prix. Ce n'est pas possible. Tout se transporte et donc il y aura forcément une répercussion sur le coût et donc c'est le consommateur final qui aura à subir le contre-coup de ces augmentations. Je pense que c'est là aussi la réalité. Demander une diminution, c'est logique, ça peut se comprendre, mais il y a des facteurs exogènes au Burkina Faso qui concourent à ce qu'on ait ces augmentations. D'abord, le prix du baril qui est toujours en progression haussière. Pareil pour la question du dollar, progression haussière, donc 2 facteurs qui forcément concourent à ce que ces prix-là augmentent. Maintenant, quand on regarde la structure des prix à l'intérieur, il y a beaucoup qui critiquent peut-être un État qui ponctionne un peu parce que il y a des taxes. Certains parlent de l'une forcément qui est singulièrement appliquée au Burkina Faso. Est-ce que c'est des allègements qui sont possibles? Des réflexions peuvent être menées. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des éléments qui concourent à ce qu'on comprenne que cette hausse-là soit menée. Mais qu'est-ce que l'État, lui, fait derrière pour juguler ces choses, pour que le contre-coup ne soit quand même supportable? Je pense que c'est là où on a un État qui est quand même un peu absent et qui ne communique pas assez sur ce qui est fait. Et l'État qui parle aussi des subventions qu'il octroie à ce secteur pour permettre aux consommateurs d'avoir ces produits pétroliers à un coût raisonnable. Bernard Bougma, juge Bougma, quel est votre avant-propos du jour? Merci. Jusqu'à présent, sauf erreur de notre part, je n'ai pas encore vu un communiqué du procureur par rapport à l'affaire Olo Mathias Kambou, dit Kamao, donc du balai citoyen. Pourtant, il a été dit, selon ses avocats, que c'est sur effectivement instruction du procureur que les gendarmes l'ont arrêté puis conduire à la brigade centrale de la lutte contre la cybercriminalité BCLCC, donc auditionné et ensuite déféré à la MACO. Jusqu'à présent,
ce sont ces avocats qui ont parlé. Le procureur officiellement n'a rien dit. Il est muet comme une carpe et ça laisse la porte à toutes les interprétations. Et parce que pour certains, son arrestation est liée aux propos tenus sur la radio. Parce que quand vous regardez les communiqués, les commentaires, il y en a qui disent également qu'il faut auditionner le rédacteur en chef de Omega, il faut auditionner celui qui a présenté l'émission parce que c'est eux qui l'ont invité. Alors d'autres disent que c'est lié à ces publications sur la page. Donc à ce stade-là, comme c'est un dossier judiciaire, nous ne pouvons rien demander à l'exécutif, c'est pas son rôle. Mais le procureur a le devoir quand même de situer les responsabilités. Surtout que en termes d'outrage au chef de l'État, d'insultes au chef de l'État, ce n'est pas nouveau au Burkina. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a été l'objet d'injures les plus inimaginables ici. Ça n'a pas bougé. Et certains que j'ai vus au niveau du stade, s'en prendre au balai citoyen, ont repris ces mêmes injures en son temps. Donc, on a un procureur en son temps qui n'a pas bougé. Aujourd'hui, il a bougé parce que s'il y a outrage au chef de l'État et qui doit être constaté, sanctionné par la loi du Burkina, il n'y a pas de problème, on ne s'y oppose pas. Donc, ce qu'on demande, c'est la transparence dans la conduite du dossier, mais aussi de l'équité. Parce que hier, des gens ont insulté impunément. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui défendent, ceux qui sont là et qui des jeunes leur défendent, ont bénéficié d'ailleurs de ces injures qui ont terni l'image de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, de fait et quand on regarde également cette même vidéo, on a des gens qui se présentent comme leaders de la société civile ou des simples citoyens, mais qui sont des cadres et militants de partis politiques aussi connus. Donc, que dit le procureur également par rapport à ça, à ces frondeurs, à cette bastonnade publique? Que dit notre loi là-dessus? Donc, je pense aussi que c'est un procureur qui suit ces deux faits-là. Non seulement l'affaire Kamao, mais aussi par rapport à ces manifestations, à ces injures, à ces bastonnades sur la voie publique, il ne peut pas rester silencieux. Donc, il y a des Burkinabés qui attendent, et je pense que c'est un silence quand même de trop qui devient de plus en plus pesant sur cette affaire. C'était ce que j'avais comme avant-propos. Donc, vivement qu'on ait des éclairages sur ces questions, des éclairages qui nous permettraient de savoir exactement où est-ce qu'on va dans ce dossier. Nous passons donc au sujet enrôlé pour cette audience du tribunal de l'actualité. Vous nous suivez sur True TV et sur Watt FM, les médias leaders. Le premier thème qu'on aborde, c'est celui de la sécurité. La sécurité, puisque en classe ce 7 septembre, comme tous les mercredis, le gouvernement burkinabé a examiné plusieurs dossiers d'intérêt national relatifs donc à la sécurité, aux personnes déplacées internes et au code du travail. On apprend d'ailleurs en premier lieu dans les conclusions des travaux du Conseil des ministres, que l'engin qui a explosé le 5 septembre dernier sur le tronçon d'Ibo-Bourzanga et qui a tué 15 personnes en blessant 37 autres a été télécommandé. Alors, juge Vara, qu'est-ce qu'on fait de cette information que nous livre donc le gouvernement burkinabé? Déjà, on sent donc un exécutif qui est frappé par la méthode qui a été utilisée, parce que quand on entend le ministre de la Sécurité lui-même dire, il dit c'est comme s'ils ont patienté, c'est un long convoi, ils avaient ciblé dans le convoi un véhicule qu'ils voulaient voir exploser, et je pense que c'est le 91e du convoi, oui. Le 91e, dans lequel il y avait essentiellement des femmes et des enfants, et pour reprendre le mot du ministre, il parle de cynisme, donc de ce groupe terroriste-là. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est à distance qu'ils commandent. Vous savez, quand c'est une mine personnelle ou quoi, c'est dire c'est à qui n'a pas la chance. Mais là, c'est quelqu'un qui a droit de vie et de mort sur vous et qui attend qu'il y a un bouton et qu'il va appuyer. C'est tout le cynisme qu'il y a derrière. Mais ça intervient aussi, quoi qu'on dise, quelques heures après le discours du président d'Amiba, dans lequel il rappelait, même s'il n'a pas employé les mêmes mots, la montée en puissance qui est la rhétorique aussi de l'exécutif aussi sur la question de notre armée. Donc quand vous êtes dans la démonstration de ce que ça va bien, attendez-vous à ce que le camp d'en face, lui aussi, par la démonstration par l'absurde, vous montre que ça ne va pas. Maintenant, c'est un débat à qui peut moins ou à qui peut plus. Parce que
vous dites ça va, vous démontrez que ça ne va pas. Mais comment est-ce qu'il démontre que ça ne va pas? C'est simple, c'est avec des actions d'éclat. Et là, c'est des choses auxquelles il fallait s'attendre. Et il y a des zones même du Burkina où, depuis un certain temps, il n'y avait pas d'attaque. On a commencé à en avoir encore. Donc, il faut comprendre que c'est une guerre aussi à la fois communicationnelle. Parce que tout est question de perception. Le terroriste, dans son essence première, c'est terroriser, donc s'aimer la peur. Donc si vous voulez rassurer par un discours, il va continuer d'appuyer là où ça fait mal, c'est partager la peur. Et c'est avec des actions de ce type-là. Quand le ministre même le dit, parler de ce cynisme, ils attendent le 91e véhicule où il n'y a que des femmes et des enfants pour le faire sauter. Ça, si c'est pas partager la peur. Ça veut dire que leur objectif était clair, leur objectif prédéfini, et ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Je crois que c'est ça le plus important, c'est là où notre exécutif est attendu, c'est là où on attend notre offre domestique en termes de sécurité. Qu'est-ce que nous faisons face à cette, cette façon de fonctionner qui est en train d'évoluer, qui est celle de ces terroristes-là, même si on nous dit aujourd'hui que c'est des groupuscules qui tentent des actions d'éclat ici et là, sinon en fait ils sont affaiblis. Ils nous démontrent le contre-pied du discours qu'on a entendu dimanche. Est-ce que vous pensez donc dans ce cas-là qu'il y a un devoir d'anticipation et qu'on aurait pu anticiper d'une quelconque façon sur cette attaque-là? C'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de convois qui sont organisés. Maintenant, convoi, c'est un convoi. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qui peut arriver. Et puis, sachez, le problème aussi en la matière, vous savez, construire, c'est très difficile. Hein. Ouais. Détruire, c'est encore plus facile. Donc, ils sont face à... Et on comprend un peu la délicatesse de la mission de nos forces de défense et de sécurité. Vous allez être sur le qui-vive. Pendant 24 heures, toute une semaine ou tout un mois, ils vous observeront, c'est un moment d'inattention, c'est un moment d'orchestration voulu et bien ciblé qu'ils vous auront. Donc c'est une lutte qui est vraiment difficile, c'est pour ça qu'on parle de son caractère asymétrique. On sait que ce n'est pas facile, mais je le dis, quand on est dans des discours pour dire ça va bien, il faut savoir que le camp d'en face ne va pas dormir, il va vous démontrer que ça ne va pas par le raisonnement de l'absurde. Ça, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à ça. On l'a dit sur ce plateau, juge Bougma, ce drame est survenu au lendemain du message à la nation du chef de l'État. Le pont de Nazilan sur la route de Pau également a suivi une attaque, c'était au matin du 7 septembre. La situation sécuritaire reste donc très préoccupante au Burkina. Oui, sauf que dans son discours à la nation, pour ne pas dire le bilan qu'il a promis, il a dit que c'est juste des actions d'éclat. Parce que les terroristes sont acculés, donc ils ne font que des actions d'éclat pour prouver qu'ils existent. Mais ces actions sont intervenues juste après son discours. Donc ce sont des actions en représailles au discours ou pour démontrer le contraire de ce qu'il a dit dans son discours? Non, puisque avant le discours, il n'y a pas eu d'accalmie. Si le discours, il y avait eu une très bonne accalmie et que c'est après le discours que ces interventions surviennent, on pourrait dire que c'est... Voilà. Mais il n'y a pas eu d'accalmie, donc est-ce que c'est réellement une réponse? Je pense que ces terroristes sont beaucoup plus dans la continuité de ce qu'ils faisaient. Puisque Solenzo est tombé avant le discours. C'est ça. C'est quand, à quelques semaines de l'attente du bilan du chef de l'État, que Solenzo a commencé à être sérieusement acculé. On a vu ce qui s'est passé à Kouka. Solenzo est tombé totalement, jusqu'à ce qu'un chef terroriste s'installe. Ouais. Donc Solenzo peut faire partie, comme on peut dire, de l'écosystème avant le discours. Oui, justement. Et je ne crois pas que Solenzo, c'est la conséquence d'une action d'éclat. Les actions d'éclat, ce n'est pas des gens qui, après ça, s'arrogent à mettre sur les lieux. Alors qu'ici, c'est ce qui est donné de voir. Donc, maintenant, il a dit que c'est des actions d'éclat. Bon, j'espère également que Nazilan, c'est... comment on appelle ça? C'est juste des actions d'éclat. Et c'est surtout ça notre inquiétude. Alors, face à ces actions d'éclat, comment est-ce qu'on n'arrive pas à anticiper sur les actions d'éclat? Sur le même pont, il n'y a pas très longtemps, nous y sommes passés pour des raisons professionnelles. Vous avez c'est très gardé. C'est gardé par des éléments de la gendarmerie. Ouais, de la gendarmerie. Oui, c'est un pont qui est gardé. Alors, donc, et comme il dit que c'est des actions d'éclat juste pour faire peur, voilà. Mais maintenant, face à ça, qu'est-ce qu'on fait en termes d'anticipation? Alors que là, à côté de ce pont, par rapport à l'ambiance qui y régnait, parce qu'il y a des sites aurifères pas loin, l'exploitation artisanale. Exactement. Certains se sont inquiétés et ont même échangé avec les FDS et on leur a dit, mais bon, il y a un risque
Et le message était clair, non, on ne peut pas si on s'amuse, puis bon, de toute façon, ils veillent au grain. Bon, voilà. Il y a des citoyens qui ont exprimé leur inquiétude par rapport à cette proximité et par rapport aux infiltrations éventuelles. Mais la réponse a été donnée que non, ça va. C'est ça. Donc, aujourd'hui, alors, avec ce qui s'est passé, c'est un pied de nez fait à nos forces de défense et de sécurité. Il y a de l'équipement qui est annoncé. L'annonce des équipements fait partie toujours de ceux qui nous gouvernent, du président Roch-Marc Christian Kaboré à Damiba. Donc on attend de voir effectivement l'arrivée de ces équipements. L'arrivée de ces équipements. Donc, parce que c'est pratiquement 7 mois après. Moi, je ne parle pas de 5 mois. 5 mois, c'est quand il a promis le bilan. Mais quand il promettait le bilan, il était déjà à 2 mois. Oui, donc il est aux affaires depuis 7 mois. Voilà. C'est ce que vous voulez souligner. Oui, il est aux affaires depuis 7 mois. Donc, j'ai dit que ce n'est pas quelque chose, de mon point de vue, qui a surpris. Voilà. Donc, maintenant, c'est quel type d'équipement également on a ailleurs. Pour les questions de dissuasion, c'est montré. Même les puissances étrangères, quand une redoutable arme est fabriquée, à quelque temps de la finition, les informations sur l'arme fuitent. Et après, on parade. Il y a des parades sur cette même arme. Oui. La Russie avec son fameux Satan 2, les États-Unis, la Chine, les essais qu'ils font en mer, mais c'est surmédiatisé. Le Mali à côté, quand il y a une réception d'armement, c'est surmédiatisé. Donc, mais nous ici, d'abord, il a été dit, on ne dira pas d'où ça vient, on ne dira pas quel type d'équipement et tout et tout. Alors que le discours politique, le discours public aussi, doit contribuer à rassurer. Donc quand vous dites que c'est juste des actions d'éclat, alors que l'impact des actions d'éclat également, l'impact des actions d'éclat n'est pas petit, ça contribue à entretenir la peur. Donc quand on dit terrorisme, on dit peur. Donc justement, dès lors que c'est comme ça, c'est de rassurer. Ben, c'est quand est-ce que d'ailleurs ces équipements arrivent. Et je pense que dans un discours bilan, il pouvait dire dans un mois, parce que dès que c'est commandé, c'est livré, vous connaissez la date de livraison, sauf s'il y a des aléas. Donc même le temps d'arriver au Burkina, on pouvait savoir. Donc j'ai dit là, c'est effectivement un pied de nez qui a été fait. Mais en même temps, oui, rapidement, dans le discours diagnostic que le chef de l'État a livré, je pense aussi qu'on devrait pouvoir soupçonner ou interroger les sources de financement et ou d'équipement de ces messieurs. Souvenons-nous que même. Quand vous dites de ces messieurs, vous parlez des terroristes, des groupes armés terroristes. Oui. Même au sein de l'Assemblée nationale française, il a été demandé comment on appelle ça, aux dirigeants actuels qui financent les terroristes, qui les équipe. Oui. Ça a été demandé au niveau du Sahel. Donc nous, dans notre discours, ce sujet-là, on ne l'évoque même pas. Oui. Alors que je dis bien dans le bilan, on devrait ressortir ces interrogations et également ces complicités internes. Il faut qu'on commence également, mais on n'en parle pas. Il faut en effet commencer pour avancer sur la question de sécurité, parce que c'est le défi numéro 1. Défi numéro 1, ça a été abordé hier en Conseil des ministres, mais également le gouvernement a évoqué la question des personnes déplacées internes et annonce une baisse considérable de leur nombre qui passe de près de 2 millions, 1 902 150 personnes exactement à 1 520 012 personnes à la date du 30 avril. C'est une bonne nouvelle selon vous, Geoffroy Farah? Oui, dit comme ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut l'analyser. Oui, c'est ça. Parce que je dis encore que, bon, c'est vrai qu'on avait droit à un bilan dimanche qu'on attendait, on a plus eu droit à un discours politique. Maintenant, on a l'impression qu'on rattrape les choses maintenant avec des chiffres qu'on commence à nous partager pour dire que la situation, elle est bien meilleure. Ok, soit. On est passé de 1 900 000, je pense en avril, non? En avril, à 1 520 000. Toujours, ça c'est les chiffres consolidés au 30 avril 2022. Au 30 avril. La lecture que je peux en faire comme ça au premier degré, c'est de dire, bon, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a moins de déplacés internes, de personnes déplacées internes. Mais si on a moins de personnes déplacées internes, c'est de l'ordre du recensement, donc c'est des gens qui sont sur des sites. Exactement. Il y avait des doublons, il y avait des personnes qui sont revenues indifféremment. Voilà. Est-ce qu'il faut faire la lecture de ce que les presque 400 ou 500, qui soit la différence là, soit des personnes qui ont été tellement rassurées par l'évolution positive du système de sécurisation des espaces, qu'ils sont retournés, que ces personnes sont retournées chez elles. Je crois que dire qu'on a moins de déplacés internes, c'est voilà un peu, comment dire cela, la déduction à laquelle on veut nous amener. Mais est-ce que c'est ce que ça veut dire?
C'est ça la question pour moi qui est principale. Les personnes déplacées internes aujourd'hui sont dans des situations qui sont pas enviables. Beaucoup cherchent à trouver le moyen de ne plus être dans ces sites-là, de ne plus être sur ces sites. Exactement. D'ailleurs, aucun déplacé interne, aucune personne déplacée interne n'a envie d'être déplacé interne. Il a besoin de retourner dans son terroir pour s'occuper de ses affaires et être libre de ses soit moments. on se réinvente une vie en cherchant à s'occuper et quitter le camp, oui. Soit on retourne là où on était parce que ça a été sécurisé, ou bien parce qu'on s'en va faire allégeance. Parce que beaucoup aussi aujourd'hui disent que beaucoup de personnes déplacées internes sont retournées chez elles, pas parce que l'armée a récupéré des territoires, non, mais c'est presque pour faire allégeance. Parce que c'est jamais facile de vivre hors de chez soi. Maintenant, s'il faut être dans cet inconfort-là et ne pas savoir quand est-ce qu'on va retourner, et alors qu'il y en a qui continuent de rester là où vous êtes et qui, bon, je ne veux pas dire qu'ils ont pactisé, mais qui sont obligés d'être sous le joug de personnes, de terroristes, mais qui continuent leurs activités, mais avec un genre d'arrangement qui est trouvé. Vous regardez après, qu'est-ce que vous vous dites? On a vu certaines zones qui ont été attaquées, les personnes se sont déplacées, après, elles sont toutes retournées, pas parce que la ville a été reprise, elles sont parties, les terroristes ils viennent, ils passent, ils demandent si ça va, ils vous disent et quelles sont leurs exigences, oui. Tant que vous les respectez, vous êtes là, il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas faire la corrélation directe avec le fait qu'on a une inversion de tendance. Ce qui devrait être notre indicateur, qui pourrait nous permettre peut-être de déduire que clairement ces personnes sont reparties dans des zones sécurisées, c'est qu'on devrait nous dire quelle est aujourd'hui la proportion de l'espace que nous maîtrisons. Exactement, et ça on ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore. On avait un chiffre, mais oui. Avec l'évolution et avec la dernière sortie du président, il ne nous a pas dit que finalement, on ne l'a pas donné. On a avancé sur ce chantier-là. Il nous a fait plutôt une photographie des valeurs à un moment donné où il venait prendre le Burkina, comment le peuple se comportait, comment les forces de défense et de sécurité se comportaient, comment les politiciens se comportaient, mais sur ce qui est tangible, c'est-à-dire la question de l'occupation de la maîtrise de notre territoire. Voilà le pourcentage du Burkina que nous maîtrisions quand nous venions. Mais voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui. 7 mois après. Et cela pourrait induire très logiquement l'interprétation que ces personnes-là sont naturellement reparties parce que c'est des zones qui ont été sécurisées. Ouais. Sinon, si vous n'avez pas pu reconquérir une bonne proportion du Burkina Faso et il y a moins de déplacés internes, posez-vous la question de savoir où est-ce que ces personnes-là s'en vont. Alors, soit elles retournent chez les... Ça veut dire que soit elles retournent chez les terroristes. Ouais, mais justement, si on comprend bien le point fait par le gouvernement sur cette question, il s'agit d'un point à la date du 30 avril 2022. Il y a eu des travaux qui ont été menés. On pourrait comprendre qu'on avait décrété qu'il y en avait déjà trop à cette période-là et qu'en réalité, les travaux ont permis, en assainissant le fichier, de revenir au chiffre de 1 520 012 personnes. N'est-ce pas, juge Bougman? Oui, effectivement, c'est ce qui a été annoncé. C'est une bonne nouvelle, comme tout le monde le dit. C'est-à-dire qu'à la date du 30 avril 2022, au lieu de 1 902 150 personnes déplacées internes, on avait sur le territoire 1 520 012 personnes recensées. Tout à fait. Donc, c'est ce qui a été donné de voir. Et ce sont ces chiffres-là d'ailleurs qu'on attendait dans le bilan du chef de l'État. Maintenant, quand on a ces chiffres, en même temps on interroge. Voilà, on interroge sur leur sincérité. Parce que pour même les localités retournées, où on ne peut pas avoir un agent de l'administration là-bas, ou s'il y a quelqu'un qui tombe malade, il n'y a aucun personnel soignant pour s'en occuper. Il y a à voir comment est-ce que ces personnes-là s'y sont retournées. Du reste, il y a des localités qui ont été la cible d'attaque. Parce que quand ils sont les groupes armés terroristes, quand ils sont arrivés, ils s'en sont pris d'abord aux forces de défense et de sécurité. Après, ils ont fait dégager tout ce qui est administration, collectivité territoriale, tout, représentants de l'État, tout, enseignants, agents de santé, tout le monde est parti. Alors qu'ils avaient dit, vous, population, nous ne nous intéressons pas à vous.
Après, maintenant, elles imposent un mode de vie à ces populations qui refusent. Et quand elles ont refusé, elles ont été maintenant la cible de l'attaque. Donc, si vous revenez, c'est à nos conditions. Est-ce que c'est ce retour-là à leurs conditions qui a été opéré, ou bien c'est l'administration burkinabé, c'est l'armée burkinabé, c'est là. Ça dit que c'est l'État burkinabé qui a inversé la tendance, qui dicte sa loi, et que les gens sont retournés à l'aise, sans être obligés de se comporter ou de faire allégeance à ces groupes-là. Voilà, ça mérite par exemple d'être clarifié. Et là, ça aura le mérite aussi de rassurer. En ce moment, on n'aura pas besoin de comme éclat pour pouvoir montrer qu'on maîtrise la situation. Donc, effectivement, les chiffres, avec les dernières données, c'est parce que, bon, les autres doutent de la fiabilité des chiffres. C'est ça. Pourquoi? Parce que, compte tenu du fait qu'il y a eu des dernières attaques, il y a des zones qui n'avaient pas été touchées, mais qui ont été touchées, ça entraînait des flux. Réau n'avait pas de déplacés internes. Réau en a aujourd'hui. Donc, entre le 30 avril et aujourd'hui, il y a quand même eu des mouvements de population. Il y a eu des mouvements de population. Et des déplacés internes qui ne sont pas comptabilisés dans ce qu'on a eu comme état des lieux hier. Bon, je ne peux pas dire que ça n'a pas été comptabilisé. Voilà. Bon. Mais maintenant, je dis, il y a eu de nouveaux déplacés. Réau dans le Sangué, donc dans le centre-ouest, on n'en connaissait pas. Il y a quelques-uns à Koudougou. Dans le Ziro, Sapui, il y en a. À Léo, il y en a. Qui n'en connaissaient pas à un certain moment donné. Donc, avec ces données, si ces chiffres, je dis bien, sont exacts. Oui. Oui, mais ce sont les chiffres au 30 avril. Voilà, ce sont les chiffres alors au 30 avril. On est déjà en septembre. Il nous faut faire l'actualisation tout à fait. À date pour savoir aujourd'hui combien de déplacés internes nous avons. Parce qu'avec les dernières attaques, certainement, il y a eu beaucoup de mouvements de foule. Solenzo, Faux, et puis Koka. C'est sûr qu'avec les attaques qui ont eu lieu, ça a entraîné effectivement le mouvement de foule. Sans entraîner des mouvements de foule, ce sont des chiffres. On attend donc une actualisation sur cette question pour savoir combien de déplacés internes compte le Burkina au jour d'aujourd'hui. Vous êtes sur le tribunal de l'actualité. Vous écoutez Watt FM, la radio leader, mais vous nous regardez également sur Tri TV. Nous jugeons actuellement quelques décisions du gouvernement burkinabé qui a décidé également ce 7 septembre de réformer le Code du travail afin de l'adapter aux exigences actuelles. Eh bien, là aussi, je crois que le gouvernement fait bien de faire évoluer ce Code du travail et il y a beaucoup d'acquis qui sont intervenus. Bien entendu, ce texte doit passer devant les députés de l'Assemblée législative de transition. Il y aura encore des discussions, sans doute d'autres réglages, mais on a une bonne base pour le bien des travailleurs, n'est-ce pas, juge Vara? Oui, ce qu'on a comme détail, on parle de ces textes-là qui en gros, vont aborder les questions de protection de la main-d'œuvre nationale, la question du placement dans les entreprises, la protection du travail licencié, l'encadrement de l'externalisation dans les entreprises, le télétravail, la protection de la maternité et l'encadrement du droit de grève au travail. Quand vous voyez les derniers points, c'est clair que c'est une bonne préoccupation des syndicats. Donc quand vous regardez, vous vous dites, oula, est-ce que ça ne va pas être encore l'objet de certains clivages. Mais je pense que le ministre nous rassure parce qu'il dit que quand même, ce travail-là, il s'inspire quand même d'un projet qui a eu l'aval du Conseil des ministres, c'est vrai, mais qui est celui de rencontre entre le gouvernement et les syndicats, depuis le 11 septembre 2015. Et que depuis, jusqu'à maintenant, il y aurait eu près d'une dizaine, je pense, de rencontres avec le monde syndical, dont l'UAS, l'Union d'action syndicale. Donc, il nous dénote du caractère participatif dans le processus en lui-même. C'est ça. Donc dans ce cas de figure, on est rassuré, on se dit, bon, à la fin, ça ne va pas... Il n'y aura pas beaucoup de heures. Il n'y aura pas beaucoup de heures. Donc c'est ce qu'on peut souhaiter. Maintenant, quels sont les contenus de façon plus, comment dire cela, de façon plus détaillée? Je pense que il y a une autre étape aussi, c'est que avant d'arriver sur la table de l'ALT, je pense qu'ils vont encore regarder pour voir si il n'y a pas des dispositions qui pourraient encore créer quelques soucis. Tout à fait. Mais il y a une volonté de revoir ce code-là qui quand même a été revu, qui a été voté en 62, qui a eu une révision en 73,
en 92, en 2004, en 2008, donc c'est la dernière en 2008, aujourd'hui on est en 2022. On sait que le milieu du travail, trop longtemps. Voilà, trop longtemps. Et le ministre a précisé qu'il faut le faire tous les 5 ans. Tous les 5 ans, c'est ça. Donc ça veut dire que pour nous, on a mis déjà même du temps à être up to date, à actualiser les choses parce qu'on a un monde du travail qui évolue vite. Regardez certains concepts comme télétravail, il y a parti 5-10 ans avant, parler du télétravail à quelqu'un, il ne sait pas de quoi vous parlez, surtout dans nos réalités africaines. Maintenant, on a eu la maladie à coronavirus qui nous a suggéré qu'on peut se retrouver dans des situations où il faudrait que le travailleur soit efficace depuis là où il est. Et pour ça, il faut encadrer comment est-ce que cela pourrait se faire en termes de contribution, parce que chez lui devient son lieu de travail. Il y a les implications de tout cela. Et comment est-ce qu'il faut accompagner, ça mérite qu'il y ait réflexion. Même sur la question des femmes et du congé, il y a eu, je pense, quelques lobbying qui ont été faits sous Roch Kaboré, même à l'endroit de l'Assemblée nationale, sur la question des congés. Je pense que ça, c'est des débats qu'ils veulent ramener sur la table. Ouais. Et puis, même l'externalisation dans les entreprises, je pense que même au niveau des impôts, si on se rappelle bien, il y avait certains éléments dont on avait voulu l'externalisation, qui avaient posé problème, qui faisaient fortement débat sous Madame Souri Koulibaly. Je pense que ça concernait les financiers. Donc, je veux dire, c'est des éléments qui sont intéressants et sur lesquels il faut bien regarder. Maintenant, quel est le contenu? Quand on le regardera, peut-être qu'on pourra mieux l'apprécier. On pourra bien l'apprécier. Bernard Bougma, juge Bougma, qu'est-ce qui vous séduit dans les annonces qui ont été faites hier par le ministre de la fonction publique pour faire évoluer justement ce code du travail? Bon, d'abord, c'est la question de la télétravail. C'est nouveau. Donc, il faut rapidement en prendre compte, légiférer, parce que nous sommes beaucoup en retard sur un certain nombre de choses. On est surpris et après, il faut jongler pour rattraper. Ça, c'est déjà un bon signe par rapport à nous actualiser pour nous conformer aux exigences du moment. Parce que, effectivement, qui dit télétravail, vous savez que dans le numérique, la question du temps, à un moment donné, importe peu. Oui. Excusez-moi, c'est votre lieu. Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous pouvez être en ligne pour combien de temps? Donc, il faut réguler et voir comme ces choses-là. L'autre aspect, vous savez qu'on avait un code de travail qui était esclavagisant. Esclavagisant, dites-vous? Oui, esclavagisant, parce que vous avez un patron qui peut vous prendre et qui vous paye et qui renouvelle votre contrat à durée déterminée chaque 6 mois, autant qu'il le veut. Autant qu'il le veut, autant puisque que le code du bon lui semble. Oui, puisque le code du travail dit, sauf en cas d'abus. Sauf que les abus n'ont pas été précisés. C'est quand il renouvelle ça 100 fois qu'il y a abus, ou bien c'est quand il renouvelle seulement 2 fois qu'il y a abus. C'est pas précisé. Changement sous Tertu Zongo. Oui. Donc, c'est précisé. Changement sous Tertu Zongo. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un code précisé. Je voulais rappeler que c'était sous Tertu qui s'est intervenu. Ces changements-là. Ok, d'accord. Je dis bien esclavagisant. Ça stresse le travailleur. Parce que vous vous rendez compte que dans 6 mois, dans 5 mois, dans 4 mois, dans 3 mois, en fonction de votre comportement, ça peut être votre contrat peut être renouvelé ou pas. C'est ça. 2, sur le plan social, vous ne pouvez pas vous organiser. Vous avez quoi pour vous organiser? Vous allez payer quoi, tout en sachant que ce n'est pas évident? C'est exactement, puisque de toute façon, il y a des entreprises où les contrats sont renouvelés à durée déterminée tous les ans, sans qu'au bout d'un certain temps, on arrive à ce fameux contrat à durée indéterminée. Donc, ou on se sépare ou on maintient. Mais non, donc ça dit que ça méritait effectivement d'être corrigé. Par rapport aux questions de liberté de manifestation également, ça méritait, comme on appelle, ça méritait également d'être encadré. Et même l'externalisation de certains boulots. Aujourd'hui, plusieurs mines ou plusieurs entreprises qui sont là, la question de la ressource humaine, les travailleurs ne peuvent pas s'en prendre directement à leur employeur. Direct, ou dans l'entreprise. Par exemple, moi ici, dans certaines entreprises, je ne peux pas m'en prendre directement à mes patrons ici. Je m'en prends à la société qui m'a employé, parce que c'est avec elle que moi j'ai signé le contrat qui me met à la disposition. C'est ça. La société lui reverse. Si je dois être payé à 1 million, il peut me payer à 400 000 s'il veut. À 500 000 s'il veut, puisque là ça dépend maintenant de notre entreprise. C'est des choses qu'il faut... Il y a une sorte d'iniquité tout à fait. Dans ce système. C'est des choses qu'il faut réguler et c'est des choses qu'il faut rendre
transparent, régulier, dit bon, écoutez, si vous prenez un travailleur, c'est vrai que l'entreprise va vous reverser, mais voilà un tel pourcentage, c'est des choses qu'il faut régler. Mais bon, comme on n'a pas le contenu total, c'est sûr qu'on l'aura ces derniers temps, pour avoir la dernière mouture, ça pourrait permettre, on a comment on appelle ça, des bribes. Mais pas l'information, on a un panorama voilà, de ce mais qui pas va être... pas la dernière mouture, c'est sûr qu'on l'aura, on saura davantage. Mais on a un code du travail qui doit être amélioré. Mais en même temps qu'on améliore pour le travailleur également, il faut penser à l'employeur. Exactement. Il faut penser à l'employeur parce qu'avant tout, c'est des employeurs qui recrutent, c'est des employeurs qui emploient ces employés-là. Donc si on a un code qui ne favorise que le travailleur, ça peut jouer également sur et à ce rythme également. Dans la première ça mouture, peut jouer sur la promotion même du travail. Oui, justement. Et dans la première mouture que j'ai vue, si c'est elle qui va être maintenue, je crains que ce soit aussi des stages à répétition. Compte tenu du fait que vous prenez à un moment donné, vous êtes obligé de l'engager, mais vous le prenez en stage, il travaille pour vous, et après vous le libérez, vous prenez un nouveau stagiaire. Alors, oui, parce que le stage c'est 3 mois, renouvelable une seule fois. Une seule fois. Et au bout de 6 mois, vous ne renouvelez pas, vous ne le recrutez pas non plus. Ouais, et donc vous prenez notre stagiaire. Ça crée un autre problème. Ça crée un autre problème. Alors qu'au niveau du Burkina, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs entreprises qui sont à peu près dans les mêmes conditions, qui ont à peu près les mêmes traitement. Et la ressource humaine dans le domaine, elle est très fournie. Ce n'est pas quelqu'un que vous allez demander dans votre domaine que vous allez manquer. Parce qu'il y a des domaines où il y a un trop plein de gens formés, mais qui chôment. Et qui sont prêts à faire un travail à n'importe quel prix, qui, en attendant mieux ou en attendant d'intégrer la fonction publique. Parce qu'on a commis l'erreur également de faire en sorte que c'est l'État qui soit le seul employeur ultra majoritaire. Donc quand l'État ne peut pas recruter, ça crée un déséquilibre. Oui. Donc ça crée un déséquilibre. Alors qu'il faut rendre les entreprises privées très fortes, de telle sorte qu'une entreprise privée paye avec une entreprise privée, vend avec une entreprise privée, sans forcément attendre des marchés de l'État pour exister ou pour grandir. Alors qu'ici, vous prenez la part des marchés publics dans l'entrepreneuriat burkinabé, dans les entreprises privées, il ne reste pas grand-chose. Parce que le privé est faible, donc le privé n'arrive pas à vendre le privé n'arrive pas à acheter le privé conséquemment. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Oui. Donc, vous dépendez de l'État pour croître. Donc si vous n'avez pas suffisamment de marchés publics, votre entreprise reste à un état minime. Un état minime. Donc là, il faut travailler à améliorer tout cela pour que les entreprises privées soient des réelles pourvoyeuses d'emplois qui améliorent les conditions de vie, les conditions de travail et les conditions de vie de l'employé. Sinon, même si nous avons le meilleur cours du travail, et le climat actuel n'est pas amélioré, ou ça va être des marchés au mouta-mouta, quelle que soit la qualité du coût du travail, oui, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer, ça veut dire que ce sont deux faces d'une même médaille. Il faut agir sur les deux tableaux. Exactement. Afin que employeurs et employés s'entendent pour le mieux dans le cadre de ce code du travail qui va passer donc devant l'Assemblée législative de transition. On suivra l'évolution de ce nouveau document pour le bien des travailleurs. Vous êtes donc sur le tribunal de l'actualité, c'est Tru TV et Watt FM. Nous nous rendons à présent, après le Burkina, au Mali où la localité stratégique de Talatay, dans le nord du pays, située à 150 km de Gao, est tombée ce 6 septembre dans l'escarcelle de djihadistes affiliés à l'organisation État islamique au prix d'âpres combats avec d'autres groupes de la région, selon un élu local, un responsable régional et un interlocuteur sur place. Mais au plan diplomatique, toujours le 6 septembre, à la faveur de la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition, c'est un groupe ad hoc qui a été créé par l'Union africaine en 2020. La levée des sanctions imposées par les organisations africaines après 2 coups d'État militaires en 2020. Il y a eu 2 coups d'État successifs, 2020 et 2021. Donc ce groupe ad hoc a été créé par l'Union africaine et à la faveur de la 3e réunion qui s'est tenue à Lomé, le ministre, ou en tout cas le Mali, demande la levée des sanctions africaines
la levée des sanctions africaines imposées par les organisations africaines. Il s'agit notamment donc de la suspension du Mali des instances de l'Union africaine et de la CEDEAO. Alors, quelle réaction vous avez par rapport à cette demande, à ce plaidoyer du Mali, qui demande donc qu'aujourd'hui, après les efforts fournis, elle revienne dans le giron de ces organisations continentales? Bon, je pense que le Mali est dans son droit de vouloir revenir sur la table des discussions, parce que quoi qu'on dise, lorsque vous êtes suspendu de ces espaces-là, toutes les décisions qui sont prises vous est applicables, parce que vous n'y êtes pas conviés et c'est toujours compliqué. Mais il y a un principe aussi auquel les pays ont adhéré et donc qu'ils ont lu d'abord en termes de texte et donc de contrat pris et d'engagement. C'est que lorsqu'il y a un coup d'État, automatiquement vous êtes géré comme un paria. C'est ça. Jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. C'est un peu la réalité. Donc cela veut dire concrètement que le Mali ne peut pas être réintégré avant les élections qui vont rétablir l'ordre constitutionnel. En tout cas, c'est la déduction qu'on pourrait faire. Maintenant, on attend de voir peut-être que, comme le Mali dit, au regard des efforts qu'ils ont faits, maintenant, je ne sais pas comment est-ce que on apprécie ces avancées. Comment est-ce qu'on apprécie ces avancées, et puis comment est-ce qu'on ne donne pas, on n'ouvre pas une boîte de Pandore en se disant, même un gouvernement qui vient après un coup d'État puisse parader avec d'autres chefs d'État élus et tout. Qu'est-ce que ça donnera et tout. C'est un peu une brèche qu'on ne veut pas ouvrir, parce que ça peut être plein de conséquences. Maintenant, en introduction, vous parliez de la zone qui avait été exactement. Talatay, voilà, qui est une zone stratégique, une localité stratégique. Localité stratégique, c'est l'EIGS, je pense, qui a pu y mettre la main dessus. Mais il faut dire aussi que depuis 2012, parce que moi j'ai écouté sur Foudi RFI, pour ne pas le nommer, qui depuis que les Français ont été obligés de partir, qui se fait le relais aussi de tout ce qui est mauvais point du Mali. C'est ça, exactement. C'est de bonne guerre pour eux, pour dire qu'après qu'ils soient partis, ça ne va pas mieux. C'est un peu ça. Mais quand vous voyez Talatay, depuis 2012, même quand les Français y étaient, c'était toujours comme ça, c'était compliqué. C'est une zone où il y a une forêt un peu autour et qui est toujours difficile, quoi qu'elle soit stratégique. Et le Mali avait dit déjà depuis mardi qu'ils sont dans une mission, ils ont donné un terme qui est militaire, d'observation pour évidemment récupérer cette partie-là. Donc, elle est coutumière de ces basculements-là. Donc, avec même la France présente. Donc, il ne faudrait pas l'arborer comme ça pour dire, oula, il est parti, maintenant c'est ceci, c'est cela. Quelquefois, c'est une communication dans laquelle aussi il faut faire attention à l'effet communication. En effet, il faut faire en effet. Alors, juge Bougma, on parle de ce plaidoyer du Mali qui souhaite que ces sanctions ou cette suspension soit levée. Il faut préciser que le Mali reste donc suspendu des organisations africaines. Les sanctions individuelles prises par la CEDEAO fin 2021 contre quelques 150 membres de la junte restent en vigueur suite à la levée des sanctions financières et commerciales de la fois dernière. Le ministre malien des Affaires étrangères estime en tout cas que son pays a accompli des avancées indéniables sur la voie d'un retour des civils au pouvoir et donc plaide pour une levée de ces sanctions africaines. Bon, personnellement, je pense que le Mali est dans son droit. Le Mali est dans son droit de demander et de plaider pour cela, parce que c'est effectivement un coup dur pour les autorités de Bamako. Donc, qui souffrent beaucoup plus pour les déplacements que, par exemple, ceux de Ouagadougou, qui sont également là à l'issue d'un coup d'État. Donc la réalité aussi entre les deux pays, elle est différente. Et quand on regarde même le traitement à l'international de certains médias qui parlent de Goïta, ce n'est pas avec le même langage. Donc la réalité aussi, elle est là. Sur la tradition diplomatique, c'est l'Union africaine et autres s'alignent en général derrière la posture de la CEDEAO. La CEDEAO a levé certaines sanctions sur la base de son appréciation claire et de sa proximité avec. Voilà. Donc, ce que Bamako demande également certainement, c'est que ces mêmes pays emboîtent le pas de ce que la CEDEAO a enclenché comme mécanisme. Parce que même quand la CEDEAO a suspendu Bamako et a interdit les vols des pays membres de l'UEMOA et de la CEDEAO à Bamako, Air France, à qui on n'a rien demandé, avait suspendu ses vols. Qui lui avait demandé? Non.
Mais elle a suspendu parce qu'elle dit que la CEDEAO, le Bamako n'est plus une destination sûre. Et puis elle a suspendu. C'est ça. Mais la même Air France était obligée de revenir parce que c'est 14 vols la semaine. C'est ça. Et ça fait beaucoup d'argent. Et les Maliens, après les Sénégalais, sont les plus mobiles de l'Afrique de l'Ouest. La diaspora malienne se déplace beaucoup. D'autres compagnies allaient prendre le terrain et à la levée des sanctions, vous n'allez pas pouvoir tenir. Elle est revenue d'Ardar. Elle a négocié pour revenir. Pendant que les compagnies ouest-africaines perdaient un gros marché à Bamako. Donc, ici, de Mali, je dis bien, est en droit donc de demander ces allègements-là. Même si quand il y a un coup d'État, il y a des sanctions de principe. Mais maintenant, ici, il y a des sanctions qui pèsent sur des personnalités. Je pense que la demande, c'est aussi lié à cela. Ça pèse sur certaines personnalités de la transition. Oui. Donc, c'est sûr également que c'est par rapport à cela. Maintenant, les questions de principe, vous êtes suspendu de l'Union africaine, vous ne pouvez pas envoyer le représentant. Ça, au moins, c'est à minima, votre ambassadeur qui est à minima. Ça, ce sont des questions sur lesquelles on ne peut pas trancher. Ou plutôt transiger. Transiger, voilà, c'est transiger exactement, voilà le mot. Mais maintenant, l'autre aspect de Bamako, ce qui va faire hésiter l'Union africaine et autres, c'est parce que ceux qui sont là ont la volonté de briguer des mandats électifs à l'issue de la transition avec la modification qui a été introduite au niveau de la charte. Donc, Bamako a donné suffisamment de bonne foi, mais ça reste une tache noire. Parce que même la CEDEAO demande que ça soit revu. La CEDEAO demande que ça soit revu. Voilà, donc, est-ce que, avec cet argument, c'est un argument de taille qui va peser par rapport aux gages que ces structures-là demandent à Bamako avant d'alléger ces sanctions-là, de lever certaines sanctions. Toutes ne seront pas levées parce qu'il y a eu quand même un coup d'État. Il y a eu deux coups d'État. Deux coups d'État au Mali, et donc la situation est assez délicate. Tout à fait. Il faut avouer tout de même que Bamako a fait des efforts et que de toute façon, il faut regarder à ces efforts-là pour accompagner cette transition afin qu'elle sorte par le haut. D'une transition à une autre, évoquons rapidement pour clore cette session du tribunal de l'actualité, celle qui se déroule actuellement et depuis 1 an maintenant en Guinée, suite à la chute du président Alpha Condé et la prise du pouvoir par l'armée juge Geoffroy Vara. 1 an après, la transition en Guinée, on n'a pas véritablement une bonne lisibilité de comment les choses vont s'enclencher, puisque le médiateur désigné par la CEDEAO, l'ancien président béninois Thomas Boni-Dayi, y est allé déjà 2 fois, et il y a quand même un certain nombre de problèmes qui restent pendants. Oui, c'est bien clair. On a une classe politique guinéenne qui a applaudi très tôt le coup d'État, mais on dirait trop tôt. Même aujourd'hui, vous prenez des gens comme celui d'Alain Diallo, qui sont visés dans des affaires de parcelles, et donc qui sont dans des turpitudes, alors qu'ils voyaient là un sauveur, donc une parenthèse, et qui permettrait de mettre tout à plat, et puis par un jeu démocratique, l'expression de celui qui a pu convaincre des retours à l'ordre normal. Maintenant, ils se rendent compte que celui qui est venu, il a les bottes, qui a envie de rester un peu trop longtemps. Et quand vous regardez, il y a la réalité aussi que la Guinée n'a pas les mêmes, ne fait pas face aux mêmes obstacles que le Mali et le Burkina Faso, où pour organiser des élections, il faut maîtriser d'abord son territoire. Pour ce qui est de la Guinée, c'est vraiment différent. Ils ont une parfaite maîtrise à 100% de leur territoire. Donc organiser des élections, c'est moins difficile parce que ça n'est qu'organisationnel et puis entente avec évidemment les partis politiques pour un calendrier. Mais la question de l'agenda, ils ne voient pas les choses venir de façon très claire. Et même lorsque la pression était mise sur les autorités guinéennes pour un agenda clair, ils ont pris leur temps même avant de faire des assises. Le Burkina est allé beaucoup plus tôt avec eux, beaucoup plus tôt qu'eux. Mais on a l'impression qu'il y a des soldats qui sont venus mais qui ne sont pas pressés de partir. Et il y a un bilan pour eux qui est un peu mitigé. Vous regardez sur les questions de gouvernance, qui était vraiment le talon d'Achille de celui qu'ils ont fait tomber, Condé.
ils sont, et ça c'est au moins l'impression que les Guinéens ont, c'est qu'il y a eu une inversion de tendance, il y a quand même une rigueur. Mais c'est normal, quand les militaires viennent, vous n'êtes pas fous pour voler comme vous voulez. C'est aussi ça la réalité. Maintenant, sur la question des libertés, aujourd'hui, le Guinéen se retrouve un peu mal à l'aise avec certaines restrictions. On a vu des mouvements qui ont été lancés, interdits. Après, les figures de proue ont été arrêtées. Il y a eu une pression et elles ont été relaxées. Donc, c'est ça aussi la Guinée d'aujourd'hui, où on ne veut pas trop entendre la contradiction, où les militaires sont frileux et ne veulent pas entendre la critique. C'est ça aussi la Guinée d'aujourd'hui. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi est-ce que pour une Guinée qui maîtrise son territoire, on n'est pas dans un agenda qui soit dans une célérité plus intéressante que celle de ses voisins qui sont dans une situation beaucoup plus difficile. 36 mois pour la transition en Guinée, c'est ce qu'a décidé le Conseil national de la transition. Là où la CEDEAO voudrait que cette transition se déroule en 24 mois. Aujourd'hui, les discussions n'ont pas tellement abouti. Et où est-ce qu'on en est un an après ce coup d'État? Justement, la transition guinéenne, elle est assez particulière. Parce que les militaires s'y sont invités, pour ne pas dire les forces spéciales, comme toujours, vous les montez en Afrique, mais après ça devient un problème pour vous, alors que vous les montez pour défendre le territoire. Et en même temps votre pouvoir, et après ça se retourne contre vous. Donc quand les forces spéciales guinéennes se sont invitées dans la gestion du pouvoir, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui a tripatouillé la Constitution, en violant la limitation des mandats, qui a tripatouillé la Constitution pour pouvoir se faire élire. Et nous sommes venus mettre un terme à ça pour que plus jamais personne ne puisse le faire en Guinée. Donc, les enjeux sont différents au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso, même si ça reste effectivement un coup d'État. Mais après, j'ai l'impression que ces messieurs ont effectivement un autre agenda. Parce que toiletter la Constitution et bétonner certains articles, les Guinéens, en 45 jours, une constituante peut régler un tel problème. En 45 jours, oui, une constituante peut le régler. Si bien qu'on ne comprend pas pourquoi il faut 3 ans pour mener cette transition. Voilà. Maintenant, par rapport à l'assainissement de la vie publique, par rapport aux questions de bonne gouvernance, la transition étant une chance effectivement de pouvoir toiletter ces textes-là, on établit des mécanismes, donc des institutions qui sont fortes, avec suffisamment de ressources. Donc le retour à une vie constitutionnelle normale enclenche cela. On permet à la justice d'avoir des moyens pour faire son investigation, qui a détourné ceci, qui a fait cela, pour qu'on puisse avancer. Pour qu'on puisse régler ces choses-là dans le plan du dispositif républicain. Donc ce n'est pas forcément parce que c'est un militaire, c'est un régime de transition en quête de popularité, de publicité, donc qui va commencer à traquer opération mère propre, ceci, cela, et après cette même transition risque d'être poursuivi pour les mêmes choses. Les mêmes motifs. Ah oui, parce que ce que beaucoup de civils ignorent, les régimes militaires sont les régimes qui creusent le plus de trous. Demander aux militaires... Vous dites que les régimes militaires sont les régimes qui creusent le plus de trous. La plupart des temps... On n'a que des régimes militaires, on en a beaucoup sur... Je parle des transitions militaires. Je parle surtout des transitions militaires. On en a beaucoup actuellement. Les transitions militaires. Interrogeons la transition militaire au Niger. Interrogeons la transition militaire en Guinée. En réalité, les présidents qui sont venus ont travaillé à ce qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, il n'y ait pas que, puisque c'est comme une sorte de transmission entre Salou Guibo au Niger et Mahamadou Issoufou en son temps. Bon, nous allons travailler, vous allez venir, mais bon, on se couvre. La Guinée, c'est pareil. Pour ceux qui ont regardé cette transition de près, entre Sékouba Konaté et Alpha Condé, bon, d'abord, on a vu les conditions dans lesquelles Alpha Condé est venu, parce que vous étiez dernier de la classe à la première composition. À la deuxième composition, vous étiez premier. Vous devenez premier. Rapidement, mais quand on regarde la gestion des finances, mais mon vieux, c'est pour ceux qui ont suivi ces éléments de près, avec les confrères guinéens, nigériens, avec qui nous avons échangé, mais c'est des gros trous qu'ils ont laissés. Mais au nom de la démocratie, pour chercher la paix, faut pas. Les uns et les autres ont fermé les yeux. Et quand Doumbouya et ses hommes également vont bouger, ce qu'ils vont laisser comme trou, ça risque également d'être gros. On attendra de voir. Je crains également pour les cas burkinabés et les cas
malien. Mais maintenant, un seul indice. Rapidement. Pour voir si on a des gens qui sont intéressés par quoi, regardez les accessoires. Les accessoires d'un homme, c'est ce qu'il porte comme montre, c'est ce qu'il porte comme chaussure. Il faut regarder ces accessoires-là, à la fin, pour apprécier. Le juge Bougma qui nous demande de regarder les accessoires pour avoir des indications sur ce qui va se passer. De toute façon, on reviendra sans doute sur cette transition africaine au Burkina, au Mali, en Guinée. Il y a également une transition en cours au Tchad, au Soudan. On aura l'occasion donc de juger ces actualités africaines au cours des différentes audiences du tribunal de l'actualité. Fin de cette 4e audience de cette semaine sur les médias leaders True TV et Watt FM. Merci aux juges Geoffroy Vaha et Bernard Bougma qui ont siégé aujourd'hui sur ces sujets enrôlés. Les sujets enrôlés, on a parlé de la situation nationale avec le Conseil des ministres de ce mercredi et on a également fait une sortie africaine. Merci à l'équipe de réalisation ainsi qu'à vous tous que nous retrouverons demain pour la dernière convocation de la semaine avec de nouveaux événements à juger. Merci et prenez bien soin de vous.